Il y a environ 12 000 ans, la Terre sortait lentement de la dernière ère glaciaire. Puis, soudain, un basculement brutal. Les glaces fondirent, les océans s'élevèrent, et le climat s'assombrit dans une ère de chaos que l'on nomme le Younger Dryas. Au milieu de ce tumulte, certaines légendes murmurent qu'un monde entier disparut. Des cités oubliées, des savoirs effacés, des peuples engloutis par des eaux qui ne laissèrent derrière elles que le silence et des mythes brisés. Était-ce la fin d'une humanité avancée, perdue dans les profondeurs du temps? Nous ne savons pas. Mais les traces, fragiles et dispersées, continuent d'éveiller un doute. Et si nous n'étions pas les premiers? Il y a des moments dans l'histoire de la Terre où le temps semble s'arrêter, où l'élan de la vie est suspendu par une force plus grande qu'elle. Le Younger Dryas fut l'un de ces instants. Alors que la planète sortait doucement de la longue étreinte glaciale de la dernière ère glaciaire, un équilibre fragile s'installait, les glaciers reculaient, la végétation reprenait ses droits, les hommes chassaient dans des plaines fertiles. Mais soudain, comme une sentence tombée du ciel, un froid brutal revint. En quelques années, le monde fut plongé dans une rigueur que nul n'attendait. Les lacs se figèrent, les vents hurlèrent, et les survivants de cette époque durent affronter un silence hivernal qui dura plus d'un millénaire. Les scientifiques modernes parlent d'une anomalie climatique d'une intensité presque incompréhensible. Les indices se lisent encore dans les glaces du Groenland. Une chute soudaine des températures, presque instantanée à l'échelle du climat. Des forêts s'arrêtèrent dans leur expansion, des animaux s'effondrèrent dans leur migration, et les sociétés humaines, fragiles et encore jeunes, durent se replier, lutter ou disparaître. Ce refroidissement inattendu, cette cassure du cycle, fut comme une ombre posée sur un monde qui croyait renaître. Ce qui est étrange, c'est la brutalité du phénomène. Un retour du froid d'une telle ampleur, sans transition douce, a de quoi surprendre, comme si une main invisible avait détourné le cours du climat. Certains chercheurs évoquent des perturbations dans les courants océaniques, peut-être liées à l'afflux soudain d'eau douce provenant de la fonte des glaces nord-américaines. D'autres murmurent dans l'hypothèse d'un choc venu du ciel, un fragment de comète, une pluie de débris embrasant l'atmosphère, déclenchant incendies et bouleversements. La science hésite, car les traces sont fragmentées, et chaque piste semble nous échapper dès qu'on croit la saisir. Pour ceux qui vivaient alors, il ne s'agissait pas de théorie, mais d'une réalité implacable. Imaginez des communautés installées au bord de rivières abondantes, voyant soudain leurs terres gelées, leurs troupeaux périr, leurs réserves s'épuiser. La chasse devenait plus difficile, les routes migratoires se déplaçaient et le froid rendait chaque geste plus ardu. Dans ce paysage d'incertitude, les groupes humains se dispersaient, se cachaient d'incises dans les vallées, cherchant des abris naturels. Le monde, qui s'était entrouvert vers un avenir fertile, s'était refermé comme un piège. Des récits bien plus tardifs, transformés en mythes et légendes, pourraient porter l'écho de ces épreuves. Dans plusieurs traditions, on raconte le retour des ténèbres, le gel qui couvrit la terre, et les dieux qui semblèrent punir l'humanité. On ne peut s'empêcher d'y voir des réminiscences d'événements réels. Le souvenir, transmis à travers des générations, se serait changé en images symboliques. Le feu céleste, les eaux montantes, le froid éternel. Ce que nous appelons aujourd'hui mythologie pourrait bien être une mémoire codée de catastrophes vécues. Mais ce retour du froid eut une autre conséquence, plus mystérieuse encore, il coïncida avec la montée soudaine des eaux, car au moment où les températures chutèrent, d'immenses volumes de glace poursuivèrent leur fonte. Les océans, nourris de torrents glacés, montèrent sans pitié. Des régions entières furent englouties. Là où des terres fertiles permettaient la vie, il ne resta plus que des étendues marines. Certaines zones côtières, que des communautés auraient pu transformer en foyers de culture, disparurent à jamais. C'est ici que naît une question troublante. Et si avant le Younger Dryas, une forme de civilisation embryonnaire avait commencé à émerger dans ces régions désormais englouties? Et si le retour du froid, allié à la montée des eaux, avait non seulement effacé leurs traces matérielles, mais aussi brisé le fil de leur mémoire? Nous ne parlons pas nécessairement de villes brillantes ou de technologies comparables aux nôtres, mais peut-être de savoir, de structures sociales, de récits écrits dans la pierre et balayés par les flots. Les archéologues hésitent, car les preuves sont rares et dispersées, mais certains indices dérangent. Des sites comme Göbekli Tepe en Anatolie, datés de plus de 11 000 ans, surgissent comme des anomalies. De vastes pierres dressées, des sculptures précises, un effort collectif étonnant pour des sociétés supposées être encore de simples chasseurs-cueilleurs.
Ces bâtisseurs semblent avoir surgi de nulle part, comme si un héritage ancien avait ressurgi après la tempête du Younger Dryas. Cela nourrit l'idée que quelque chose, quelque part, avait existé avant, et que les survivants avaient être transmis un éclat de mémoire. Le froid du Younger Dryas, dans ce cadre, n'aurait pas été seulement une épreuve climatique. Il aurait été le voile qui recouvrit un monde en train de naître. L'humanité, à deux doigts d'un saut décisif, aurait été contrainte de reculer, de recommencer presque à zéro. Ce que nous voyons comme un retard dans l'histoire de la civilisation pourrait être le résultat direct de ce couperet gelé tombé sur l'espèce humaine. On peut imaginer les survivants de ce temps, assis autour de feux précaires, racontant à leurs enfants des histoires d'un âge plus doux, d'un monde englouti par les eaux et la glace. Ces récits auraient survécu comme des murmures jusqu'à se cristalliser dans les grands mythes de l'humanité. L'Atlantide décrite par Platon, le déluge biblique, les récits indiens du Manu sauvé des flots. Peut-être que toutes de ces histoires portent, au cœur de leur symbole, la trace du froid qui revint, des eaux qui montèrent, et d'un passé dont nous n'avons plus que des fragments. L'histoire officielle hésite à trancher. Les données paléoclimatiques y sont solides, mais les implications restent ouvertes. Ce que nous savons, c'est que le Younger Dryas marqua une rupture, une césure brutale dans la continuité du monde. Ce que nous pressentons, c'est que cette rupture ne fut pas seulement climatique, mais peut-être culturelle, spirituelle, humaine, une civilisation avancée, peut-être pas dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais dans un sens plus subtil, des savoirs accumulés, des structures sociales prometteuses, un début de mémoire collective. Tout cela aurait pu s'évanouir dans le silence glacé de 1000 ans. Ainsi le froid qui revint comme un couperet n'a pas seulement gelé la terre, il a gelé le temps. Il a figé une humanité qui allait donc en être autrement. Et dans ce gel, quelque chose s'est perdu, peut-être à jamais. Mais dans les pierres dressées, dans les mythes et les cartes anciennes, nous retrouvons encore les éclats d'un monde effacé. Et déjà se pose une nouvelle question. Si le froid fut le couperet, que furent alors les eaux, qui montaient inexorablement et engloutissaient ce que la glace n'avait pas figé? Lorsque le froid reprit ses droits avec une brutalité inattendue, ce ne fut pas seulement l'air qui changea. Le monde entier sembla se transformer en un immense laboratoire de forces incontrôlables. Là où les glaciers s'étaient lentement retirés depuis des millénaires, ils reprirent leur expansion. De gigantesques murailles de glace se formèrent, avançant lentement mais inexorablement, broyant les vallées sous leur poids. Leur craquement résonnait comme le grondement sourd d'une terre blessée. Des fleuves naquirent de leur fonte, charriant des torrents d'eau glacés vers les plaines. Ces rivières étaient capricieuses, jaillissant dans des directions imprévisibles, emportant tout sur leur passage, arbres déracinés, pierres arrachées, sols entiers remodelés. Le paysage, façonné par des milliers d'années de stabilité relative, fut transformé en quelques générations. Mais le plus redoutable n'était pas seulement la glace, ce fut la mer, silencieuse et patiente, qui changea le destin des hommes. Car à mesure que les glaciers fondaient, malgré le retour du froid, les océans montaient. Lentement, puis de façon plus pressante, les eaux envahirent d'abord les basses terres, des rivages familiers disparurent, des deltas fertiles furent avalés, des îles entières, autrefois refuges de communautés humaines, furent englouties. L'homme dut reculer, laissant derrière lui des foyers, des sanctuaires, peut-être même des débuts de villes dont nous n'avons plus trace. Imaginez les scènes de ce temps. Des familles rassemblées sur des hauteurs, regardant la mer envahir les plaines où elles avaient en cultivé, chassé, prié. Des pierres levées, peut-être dressées en mémoire des ancêtres, soudain balayées par les vagues. Le choc n'était pas seulement matériel, il était spirituel. Car pour ceux qui vivaient alors, les eaux n'étaient pas une simple force de la nature. Elles étaient l'expression du sacré, de l'invisible qui reprenait ce qu'on avait cru acquis. On retrouve dans de nombreuses traditions anciennes l'écho de cette terreur mêlée de respect. Les mythes parlent d'inondations universelles, de déluges envoyés par les dieux pour punir l'orgueil des hommes. Mais au-delà de ces images, il y a une réalité plus brute, l'expérience transmise de bouche en bouche d'une humanité qui vit les terres s'effacer. Les légendes de Sumer, les récits védiques de l'Inde, les traditions amérindiennes et même les mémoires polynésiennes convergent. Toutes décrivent des eaux qui s'élèvent, des civilisations balayées, des survivants guidés par une force supérieure. Peut-être n'étaient-ce pas seulement des histoires inventées pour expliquer le monde, mais des souvenirs collectifs d'un désastre vécu. Les archéologues, en suivant les traces des anciennes lignes de rivage, découvrent parfois des indices troublants.
Au large de l'Inde, près du golfe de Cambay, des structures enfouies, sous des dizaines de mètres d'eau, semblent indiquer la présence d'occupations humaines anciennes, antérieures aux civilisations connues. D'autres découvertes, comme celle des îles britanniques, montrent des forêts englouties, dont les troncs sont encore visibles à marée basse. Ces forêts étaient habitées, exploitées, et elles disparurent sans nom soudain sous les assauts de la mer. Les méga-projets de l'histoire naturelle, comme la rupture des barrages de glace nord-américains, ont libéré des volumes d'eau impossibles à imaginer. Ces torrents se sont engouffrés dans les océans, modifiant les courants, bouleversant le climat, accélérant la montée des eaux. Dans cet enchaînement, l'homme n'était qu'un témoin impuissant, une créature fragile ballottée par des forces qui dépassaient son entendement. Et pourtant, il survécut. Ce qui fascine, c'est l'idée que certaines cultures aient pu naître dans les zones côtières englouties. Les rivages sont, depuis toujours, les lieux privilégiés de la vie humaine. On y trouve l'eau douce, les ressources de la mer, les voies naturelles pour le commerce et l'échange. Si des communautés avancées avaient commencé à émerger avant le Younger Dryas, il était logique qu'elles se soient installées près des côtes. Et c'est précisément là que les mers en furie ont frappé le plus fort. Leurs vestiges, s'ils ont existé, dorment désormais sous les flots. Des chercheurs indépendants explorent les fonds marins à la recherche de ces traces perdues. Des routes pavées, des alignements de pierres, des ruines aux formes étrangement régulières ont été signalées, notamment au large du Japon ou des Bahamas. La science officielle reste prudente, parfois sceptique, mais le mystère demeure. Car il est difficile de ne pas voir dans ces formations les restes possibles de lieux occupés avant l'effacement. Même si certains s'avèrent être de simples structures naturelles, la répétition des indices nourrit une intuition persistante. Une mémoire de pierre gît sous les vagues. Les mythes de l'Atlantide trouvent ici un écho troublant. Platon décrivait une île puissante et florissante, engloutie par la mer en une seule nuit de malheur. Était-ce une simple parabole philosophique ou bien un souvenir transmis de ces temps d'eau, en furie ? De nombreux chercheurs ont tenté de localiser ce lieu, dans l'Atlantique, en Méditerranée, aux Açores, en Afrique du Nord. Peut-être ne s'agissait-il pas d'un endroit précis, mais d'une mémoire collective symbolisant toutes les terres perdues sous la montée des océans. Pour les peuples de cette époque, chaque vague qui grignotait un peu plus de rivage était une menace directe contre leur existence. Ils n'avaient pas les moyens de combattre les zoos, seulement celui de se retirer, de se réinventer ailleurs. Les migrations s'accélérèrent. Des groupes se déplacèrent vers l'intérieur des continents, emportant avec eux les bribes d'un savoir qui risquait de disparaître. Ce transfert de mémoire pourrait expliquer certaines discontinuités dans l'archéologie. Des foyers soudains de culture apparaissant dans des lieux improbables, comme si une étincelle avait été importée d'ailleurs. Dans ce contexte, l'eau n'était pas seulement un fléau, elle devenait une frontière, une gardienne. Elle recouvrait les traces du passé, mais en les préservant dans ses profondeurs. Les océans, en engloutissant des civilisations possibles, ont peut-être conservé leurs secrets dans un silence liquide. Un silence que nous commençons à sonder avec nos technologies modernes, mais qui reste encore impénétrable dans bien des régions. Le Younger Dryas fut ainsi marqué par une double force destructrice, le froid qui glaçait la terre et les mers en furie qui avalaient les côtes. Ensemble, elles façonnèrent une rupture dans l'histoire de l'humanité. Elles effacèrent non seulement des terres, mais peut-être aussi des mémoires, des cultures, des débuts de civilisation dont nous n'avons que des échos. Et pourtant, au milieu de ce chaos, des traces de subsistance, des monuments qui défient les datations officielles, des récits de peuples éloignés qui parlent d'un même déluge, des cartes anciennes montrant des côtes aujourd'hui submergées. Tout cela tisse un voile d'incertitude, une invitation à regarder plus loin, au-delà des certitudes de la chronologie admise. Car si les eaux en furie ont englouti un monde, elles ont aussi laissé derrière elles des énigmes qui continuent de nous troubler. Et ces énigmes se retrouvent inscrites dans la pierre, parfois à des milliers de kilomètres les unes des autres. Dans la prochaine étape de ce voyage, il faudra tourner notre regard vers ces témoins muets, les pierres elles-mêmes, qui portent dans leurs fissures la mémoire des cataclysmes passés. Les pierres gardent en elles une mémoire plus ancienne que tous les récits humains. Elles ne parlent pas avec des mots, mais avec des cicatrices, des strates et des formes étranges qu'elles portent à travers les millénaires. Là où les hommes oublient, les pierres se souviennent.
Et quand l'on observe certains paysages, certaines formations, il est difficile de ne pas percevoir la marque d'un bouleversement qui dépasse l'échelle de nos vies. Le Younger Dryas a laissé derrière lui une cartographie muette de ses secousses. Les glaciers, en avançant puis en se retirant, ont sculpté des vallées immenses, charrié des blocs colossaux et creusé des lacs qui paraissent aujourd'hui éternels mais qui sont nés dans la violence. Ces pierres déplacées, parfois posées comme par une main géante, défient l'imagination. Elles témoignent d'une énergie brute, d'une nature en furie, inscrivant dans le sol l'histoire d'un cataclysme oublié. On trouve dans différentes régions du monde des traces qui déroutent les chercheurs. En Amérique du Nord, d'immenses champs de débris rocheux s'étendent sur des centaines de kilomètres, comme si un torrent de glace et d'eau avait balayé tout sur son passage. En Europe, des blocs erratiques, isolés au milieu de plaines, intriguent encore. Comment ces masses gigantesques ont-elles pu se déplacer loin de toute montagne ? Les glaciers en sont une explication, mais certains indices suggèrent peu des forces encore plus violentes, des torrents soudains, peut-être liés à des ruptures brutales de lacs glaciaires. Ces paysages racontent une histoire d'effondrement et de renaissance, de destruction massive suivie d'un silence figé. Mais les pierres ne portent pas seulement la marque des glaces et des eaux. Dans plusieurs régions, elles semblent avoir été altérées par un feu venu du ciel. On parle de vitrification, de surfaces brûlées jusqu'à devenir linces comme du verre. Ces phénomènes, encore débattus, évoquent des impacts cosmiques ou des pluies de météorites. Dans le contexte du Younger Dryas, certains chercheurs avancent l'idée qu'un tel événement céleste aurait pu déclencher l'entrée brutale dans ce froid millénaire. Si cela était vrai, alors les pierres vitrifiées, éparpillées sur différents continents, seraient dans la preuve matérielle d'un désastre cosmique ayant bouleversé non seulement le climat, mais aussi la destinée humaine. À travers les cultures, on retrouve l'écho de ces marques. De nombreux peuples considéraient en certaines pierres comme sacrées, non pas seulement pour leur forme, mais pour ce qu'elles représentaient, le souvenir d'un temps où la terre fut frappée, meurtrie, remodelée. Les pierres levées, dressées en cercle ou en alignement mystérieux, pourraient avoir été des tentatives d'inscrire la mémoire du ciel et de la terre dans un langage durable. Quand on regarde des sites comme Karnak en Bretagne ou les grands cercles mégalithiques d'Asie centrale, on peut se demander si ces pierres n'étaient pas davantage que des repères rituels. Peut-être étaient-elles aussi des bornes de mémoire, rappelant une catastrophe que personne ne devait oublier. Le rôle des pierres dans la transmission des souvenirs devient encore plus troublant lorsque l'on considère les mythes anciens. Beaucoup de récits associent les rochers et les montagnes aux dieux, aux châtiments ou aux protections divines. Dans certaines traditions, les pierres tombées du ciel étaient vénérées comme des objets sacrés, porteuses pourtant d'une force mystérieuse. On retrouve ce culte des pierres dans l'Inde ancienne, en Arabie, en Afrique et en Mésoamérique. Et l'on se demande alors, ces vénérations ne seraient-elles pas liées à des événements réels où des blocs célestes tombés sur la Terre auraient marqué les paysages et les esprits ? Il existe aussi des pierres qui semblent parler un langage plus élaboré, celui de la gravure et de la sculpture. Dans plusieurs régions, on retrouve des roches couvertes de symboles, de motifs qui défient la datation classique. Certaines pourraient s'en remonter bien avant ce que l'on croyait possible pour l'expression artistique humaine. Elles représentent des animaux disparus, des constellations, parfois des scènes que l'on peine à interpréter. Ces gravures pourraient bien être la tentative des survivants d'un cataclysme d'inscrire dans la pierre le souvenir de ce qu'ils avaient en vue. Des ciels en feu, des eaux en furie, des bêtes englouties par le froid. Ainsi la pierre devenait le livre le plus sûr, capable de traverser les siècles quand la parole s'efface. Dans ce paysage de mémoire minérale, Göbekli Tepe occupe une place particulière. Les pierres dressées de ce site, vieilles de plus de 11 millénaires, semblent surgir de nulle part. Elles portent des symboles animaux, des formes abstraites et une organisation architecturale qui défie la vision classique de société encore simple. Ce lieu, enfoui volontairement sous la terre par ses propres bâtisseurs, pourrait être un témoignage direct d'un monde traumatisé par le Younger Dryas, comme si l'on avait voulu protéger dans le sol la mémoire d'un âge révolu, figé pour l'éternité le souvenir des jours d'avant. Ce qui frappe dans l'ensemble de ces indices, c'est la persistance du motif du cataclysme. Qu'il s'agisse de pierres déplacées par les glaces, vitrifiées par le feu du ciel, gravées par des mains survivantes ou érigées comme des bornes sacrées, toutes semblent raconter une même histoire, celle d'un monde brisé, contraint de renaître sur les ruines d'un passé effacé.
La mémoire des pierres n'est pas linéaire, elle est éclatée, comme un miroir brisé dont on retrouve les fragments à travers les continents. Mais lorsque l'on rapproche ces morceaux, un motif se dessine. Peut-être est-ce là que réside l'énigme la plus profonde. Les pierres, dans leur silence, nous rappellent que le sol sous nos pieds n'est pas immuable. Elles sont les témoins d'un temps où la terre s'est déchaînée, où les certitudes humaines ont été balayées par des forces insurmontables. Elles portent la marque du passage entre deux âges, entre une humanité fragile et une autre renaissante porteuse d'un souvenir enfoui. En observant ces paysages, on ressent parfois un malaise subtil, car ce que les pierres nous disent, ce n'est pas seulement le passé, c'est aussi la possibilité du futur. Elles nous montrent que la Terre peut changer en un instant, que les civilisations, même avancées, peuvent en pan disparaître sans laisser de traces durables, hormis quelques cicatrices inscrites dans la roche. Le message est universel, intemporel. Ainsi, le cataclysme du Younger Dryas n'est pas seulement un événement perdu dans les âges. Il est inscrit, gravé, fossilisé dans la mémoire de la Terre. Les pierres, dispersées comme les pages d'un livre déchiré, nous en offrent encore les fragments. Mais il faut apprendre à les lire, à écouter leur silence. Car derrière ce silence, il y a un murmure, celui d'un monde englouti, d'une humanité peut-être plus ancienne que ce que nous croyons, et dont le souvenir repose encore sous nos pieds. Et dans ce murmure se profile déjà une nouvelle énigme. Les mythes, qui étrangement, à travers les continents, semblent répéter une même histoire d'eau déchaînée et de civilisation perdue. Peut-être sont-ils le prolongement de cette mémoire minérale, transformée en récit pour ne pas s'éteindre. Il existe des récits qui, bien qu'issus de cultures séparées par des océans et des millénaires, semblent se répondre comme des échos. Parmi eux, celui de l'inondation universelle occupe une place singulière. Partout où l'on pose le regard, sur tous les continents, dans les mémoires des peuples les plus anciens, revient le motif des eaux montantes qui balaient la terre, détruisent un monde ancien et obligeant les survivants à recommencer à zéro. Cette convergence frappe l'esprit. Comment se fait-il que des civilisations sans contact connu aient forgé des récits si semblables ? Est-ce une simple coïncidence née de la peur instinctive des flots ou bien la réminiscence d'un cataclysme réel gravé dans la mémoire collective de l'humanité ? Chez les Sumériens, l'épopée de Gilgamesh raconte comment les dieux décidèrent de noyer l'humanité. Utnapishtim, averti du désastre, construisit un immense navire pour sauver sa famille et les semences de toutes choses vivantes. L'histoire, transmise plus tard à travers le prisme de la Bible, devint celle de Noé et de son arche. En Inde, le mythe du roi Manu rapporte une scène presque identique. Prévenu par un poisson divin, il bâtit une embarcation pour échapper au déluge et préserver le savoir des anciens. Dans les Amériques, les traditions Hopi, Maya, Aztèques et Inca décrivent elles aussi des déluges successifs, où les civilisations furent englouties avant de renaître. En Australie, les peuples Tsaikar-Sansai, les peuples aborigènes, chantent encore des temps du rêve, où les eaux recouvrirent tout, ne laissant que quelques ancêtres se réfugier sur les hauteurs. Ce qui étonne, ce n'est pas seulement la répétition de ces motifs, mais leur précision. Dans presque tous ces récits, les survivants reçoivent un avertissement, construisent un refuge, emportent avec eux un fragment de la mémoire du monde. L'inondation n'est pas un simple accident, elle est une fracture, une réinitialisation imposée par une force supérieure. Et toujours, au cœur de l'histoire, demeure l'idée que quelque chose de précieux devait être préservé. La vie, bien sûr, mais aussi la connaissance. Cela suggère que les mythes ne se contentent pas de raconter une catastrophe. Ils transmettent le souvenir d'un héritage menacé de disparaître. Certains chercheurs, sensibles à ces résonances, y voient dans le reflet des bouleversements climatiques du Younger Dryas. Quand les mers s'élevèrent, des territoires entiers furent avalés. Les survivants, contraints à l'exil, emportèrent avec eux le souvenir du désastre. Au fil des siècles, ce souvenir se fit récit, se chargea de symboles et de figures divines, mais garda son noyau intact. Le monde avait été englouti une fois et pourrait l'être à nouveau. Cette mémoire aurait voyagé avec les migrations, s'inscrivant dans la chair des cultures les plus diverses, expliquant ainsi pourquoi l'on retrouve, en écoutant les traditions, la même angoisse de l'eau déchaînée. L'idée d'un déluge universel a longtemps troublé les historiens. Au XIXe siècle, certains y voyant une fable morale. Plus tard, d'autres tentèrent d'y trouver une explication locale.
une crue exceptionnelle de l'Euphrate ou du Nil, un tsunami antique en Méditerranée, l'explosion d'une île volcanique comme Santorin. Mais ces interprétations ne suffisent pas à expliquer la portée mondiale du mythe. Pourquoi des peuples séparés par des océans auraient-ils inventé des récits identiques? L'hypothèse d'un événement global marquant toute l'humanité paraît plus cohérente. Les traditions ne se limiteront pas à parler d'eau. Elles évoquent aussi souvent des flammes venues du ciel, des jours d'obscurité, des tremblements de terre. Dans certains mythes amérindiens, le déluge est précédé d'un incendie gigantesque. Dans les récits grecs, Zeus anéantit la civilisation précédente avant d'envoyer les pluies qui submergent la Grèce. Cette combinaison de feux célestes et d'inondations rappelle étrangement les hypothèses modernes liant la fin du Younger Dryas à une chute de fragments cométaires, un feu destructeur suivi par la fonte accélérée des glaces et la montée des océans. Ce qui fut vécu par les anciens comme une punition divine pourrait être la mémoire transformée d'un désastre cosmique. Le rôle du survivant choisi est également universel. Que ce soit Utnapishtim, Noé, Manu ou Deucalion en Grèce, un homme parfois accompagné de sa famille reçoit l'ordre de préserver la vie et les savoirs. Il devient le lien entre l'ancien monde détruit et le nouveau qui doit renaître. On pourrait y voir un archétype psychologique, mais il est tout aussi possible que ces figures incarnent la réalité de chefs, de chamans, de sages qui guidèrent réellement leur peuple dans les ténèbres de la catastrophe. Le récit mythologique les a élevés au rang de héros sacrés, mais leur rôle essentiel fut peut-être tout simplement de transmettre. Un détail frappant est la persistance de l'idée d'une embarcation. Partout, le refuge contre les eaux est un navire, une arche, parfois une montagne assimilée à une île solide au milieu des flots. L'image de la barque protectrice pourrait être née d'événements bien réels, des groupes cherchant désespérément à atteindre des hauteurs ou des rivages plus sûrs, embarquant sur des radeaux improvisés et voyant autour d'eux le monde se noyer. De ces expériences, marquées par la terreur, sont nées les légendes d'arches divines. À travers les millénaires, ces récits ont continué à structurer les civilisations. Ils rappelaient aux générations que la stabilité n'était qu'une illusion, que tout pouvait disparaître sous les eaux. Ils imposaient aussi une idée fondamentale, celle de la mémoire, car chaque déluge mythique est suivi par une renaissance, et cette renaissance n'est possible que grâce à la préservation d'un savoir. Ainsi, les mythes ne racontent pas seulement la destruction, ils racontent aussi la survie et la transmission. Le lien entre ces légendes et les bouleversements réels du Younger Dryas n'est pas une certitude, mais il ouvre un horizon fascinant. Peut-être que l'humanité porte encore, dans ses récits fondateurs, les cicatrices d'une catastrophe mondiale. Les mythes de l'inondation seraient alors des archives vivantes, transmises non par des pierres ni des textes, mais par le souffle même des conteurs. À travers chants, poèmes et histoires, le souvenir du cataclysme aurait survécu là où toutes les autres traces furent englouties. Ce qui est le plus troublant, c'est que ces récits ne semblent pas appartenir au passé uniquement. Ils résonnent comme des avertissements intemporels. Dans chaque mythe, il y a une dimension prophétique, l'idée que ce qui est arrivé pourrait arriver de nouveau. Les eaux, toujours présentes, toujours proches, sont perçues comme une menace éternelle, un rappel de la fragilité de notre monde. Ainsi, les mythes universels du déluge nous parlent d'un temps où l'humanité fut réduite au silence par les flots, mais ils nous parlent aussi de notre propre vulnérabilité. Ils nous rappellent que nous ne sommes que des passagers sur une terre instable, où le ciel et la mer peuvent, en un instant, bouleverser l'ordre établi. Ces récits, loin d'être de simples contes, sont peut-être les derniers vestiges d'une mémoire collective profondément enfouie. Et si les eaux emportèrent tant de choses, il reste à explorer ce que les civilisations anciennes, telles que Sumer ou l'Inde védique, ont pu préserver. Leurs textes, leurs symboles et leur cosmogonie portent peut-être encore la trace de ce monde effacé par les flots. Dans le labyrinthe des temps anciens, certaines civilisations semblent avoir gardé, mieux que d'autres, le souvenir d'un monde disparu. Deux foyers culturels, en particulier, surgissent comme des gardiens de mémoire brisée, Sumer et l'Inde ancienne. Leur héritage n'est pas seulement fait de tablettes d'argile ou de versets védiques. Il est chargé d'échos, de traces d'un âge antérieur qui aurait sombré dans les eaux et le froid du Younger Dryas. Ces cultures semblent se tenir sur une frontière. Elles appartiennent au monde historique, mais leur discours regarde vers un passé plus obscur, vers des événements qui ne peuvent être expliqués par la simple continuité humaine. Sumer, installée dans les plaines fertiles entre le Tigre et l'Euphrate, fut l'une des premières sociétés urbaines connues. Elle nous a légué des tablettes gravées de signes, les plus anciennes écritures que nous possédions.
Or, dès ses premiers textes, un récit revient, celui du grand déluge. L'épopée de Gilgamesh, que les scribes ont transmise à travers les siècles, raconte comment les dieux, lassés des hommes, décidèrent de noyer la terre. Utnapishtim, averti du danger, bâtit un navire immense, emporta avec lui sa famille et un échantillon de toutes les créatures et survécut à la catastrophe. L'histoire est si proche de celle de Noé qu'il est impossible d'y voir une simple coïncidence. Mais ce récit, au-delà de sa dimension mythique, laisse deviner la mémoire d'un désastre réel. Car pourquoi les tout premiers écrits humains commenceraient-ils par raconter une inondation universelle si ce n'était l'empreinte d'un événement gravé dans la conscience collective? Ce qui intrigue davantage, ce sont les éléments techniques que l'on retrouve dans ces textes. La construction de l'arche, les mesures précises, la description des pluies torrentielles et des flots sans fin. Tout cela évoque un souvenir détaillé, comme si les scribes avaient consigné non pas une légende, mais une mémoire héritée. Les Sumériens, en inscrivant dans l'argile ces récits, auraient en figé la trace d'un monde englouti bien avant leur propre civilisation. En parallèle, l'Inde ancienne porte dans ses traditions védiques et puraniques une mémoire tout aussi fascinante. Le récit du roi Manu est presque identique à celui d'Utnapishtim. Averti par un poisson divin, il construit une embarcation et survit au déluge. Mais au-delà de cette similitude, les textes indiens évoquent aussi des cycles d'âge, des destructions et des renaissances répétées. Les yugas décrivent des périodes cosmiques où l'humanité atteint un sommet, puis retombe dans la ruine avant de renaître. Ces cycles semblent refléter une compréhension intime de la fragilité de la civilisation. Ils suggèrent donc que ce qui a été détruit une fois peut l'être encore, et que nous ne faisons que marcher dans un cycle éternel de mémoire et d'oubli. Dans les récits védiques, il existe aussi la notion de savoirs anciens transmis par des êtres semi-divins, les rishis. Ces sages, porteurs d'une connaissance venue d'un temps antérieur, auraient préservé la mémoire d'un monde effacé. Les hymnes sacrés, récités de génération en génération avant même d'être fixés par écrit, contiennent donc des allusions à des phénomènes cosmiques, des alignements d'étoiles et des connaissances astronomiques étonnamment précises pour une époque supposée primitive. Certains chercheurs y voient la trace de savoir hérité d'une civilisation disparue, rescapée des flots du cataclysme. Un autre indice troublant se trouve dans les descriptions géographiques. Certaines cartes anciennes, comme espècement comme celles attribuées aux traditions indiennes, évoquent des territoires aujourd'hui engloutis, des îles perdues, des continents oubliés, parfois situés dans les mers du Sud ou au-delà de l'océan Indien. Ces fragments de mémoire rappellent les légendes de terres englouties que l'on retrouve aussi ailleurs, comme l'Atlantide de Platon. L'Inde ancienne, en évoquant ces terres disparues, semble conserver un souvenir lointain de régions avalées par la montée des eaux, après le Younger Dryas. La question qui se pose alors est la suivante. Comment de telles civilisations, surgies apparemment de nulle part, purent-elles atteindre un tel niveau de raffinement si tôt dans l'histoire ? Les Sumériens inventent l'écriture, la roue, les cités-États. L'Inde ancienne développe une cosmologie d'une profondeur stupéfiante. Ces jaillissements culturels ne semblent pas correspondre à une progression lente, mais à une renaissance, comme si un savoir ancien avait été partiellement transmis aux survivants. Les mythes du déluge, dans ce sens, ne seraient pas seulement le récit d'une destruction, mais aussi celui d'une continuité. Ce qui fut sauvé dans les arches ou préservé dans la mémoire des sages aurait ressurgi plus tard dans ces cultures fondatrices. Ce qui fascine dans Sumer et l'Inde ancienne, c'est la place centrale accordée au rôle de la transmission. Dans les deux traditions, la survie n'est pas seulement biologique, elle est intellectuelle et spirituelle. Utnapishtim sauve les semences et les vivants, Manu sauve les Védas et les principes cosmiques. Dans les deux cas, l'humanité renaît non pas à partir du néant, mais à partir d'un héritage. Cette idée même suggère que les survivants d'un monde perdu avaient conscience de préserver quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Les archéologues trouvent encore aujourd'hui des indices qui nourrissent ces réflexions. Les plus anciennes villes sumériennes semblent surgir sans antécédent clair. Elles apparaissent déjà organisées, avec leurs temples, leur système d'irrigation, leur savoir mathématique et astronomique rudimentaire mais efficace. En Inde, des sites comme Mehrgarh ou les prémices de la civilisation de l'Indus révèlent une complexité inattendue pour une époque si ancienne.
On a parfois l'impression que ces cultures n'ont pas construit pas à pas, mais qu'elles ont récupéré un fil, comme si elles reprenaient une histoire interrompue. Au cœur de ces survivances se cache peut-être la trace d'une civilisation engloutie. Ni Sumer ni l'Inde ancienne n'en sont les témoins directs, mais elles pourraient en être les héritières indirectes. Leur grandeur initiale serait l'écho d'un monde perdu, d'un savoir brisé par les eaux et le froid, mais dont quelques fragments auraient été sauvés par des survivants obstinés. Ce qui reste troublant, c'est la manière dont ces cultures insistent sur la fragilité du monde. Elles ne décrivent pas l'histoire comme une ligne ascendante, mais comme un cycle où l'effondrement est inévitable. C'est peut-être le legs le plus authentique du Junger Dryas, la conscience que rien n'est acquis, que la mémoire doit être protégée, sinon elle se dissout dans le silence. Ainsi, à travers les récits de Sumer et de l'Inde ancienne, on entend la voix d'un monde englouti, transmis comme une braise fragile de génération en génération. Ces survivances nous rappellent que nous marchons sur les cendres d'âges révolus et que l'humanité n'est peut-être pas à son premier commencement. Et dans cette mémoire partagée surgit un autre mystère, celui de l'Atlantide, récit d'une civilisation splendide disparue sous les flots, que Platon lui-même présenta comme une histoire venue du fond des âges. Était-ce une fable ou une autre survivance d'un passé brisé? Tektra Tedek. Dans l'immense bibliothèque des récits anciens, peu d'histoires ont suscité autant de fascination que celle de l'Atlantide. On en parle comme d'un mythe fondateur, une parabole philosophique inventée par Platon pour illustrer la décadence des sociétés trop puissantes. Mais si l'on écoute attentivement le texte du philosophe grec, si l'on laisse résonner ses détails, on découvre une histoire qui ressemble davantage à un souvenir transmis qu'à une fable construite de toutes pièces. Platon lui-même affirmait qu'il ne faisait que rapporter un récit plus ancien, hérité des prêtres égyptiens et transmis par Solon, l'un des sages de la Grèce. Derrière le vernis du dialogue philosophique, il pourrait bien se cacher l'écho d'un cataclysme réel, un cataclysme si ancien qu'il se serait transformé en mythe. Atlantide, selon le récit, était une île immense, située au-delà des colonnes d'Hercule, dans l'océan que nous appelons aujourd'hui Atlantique. Elle abritait une civilisation florissante, dotée de richesses prodigieuses, de palais étincelants et de connaissances qui dépassaient celles de leurs voisins. Son organisation politique était avancée, ses temples dédiés à Poséidon resplendissaient de métaux précieux, et ses armées pouvaient les menacer jusqu'à Athènes, mais la prospérité fut suivie d'arrogance. Les Atlantes, oublieux des lois divines, sombrèrent dans l'orgueil et la violence. Alors, raconte Platon, les dieux les punirent, en une seule nuit de malheur, la terre trembla, et l'île entière fut engloutie par la mer, disparaissant à jamais. Ce récit, transmis dans les dialogues du Timée et du Critias, a traversé les siècles. Pour beaucoup, il n'est qu'une allégorie, un avertissement moral contre les excès des civilisations. Pourtant, les détails précis fournis par Platon troublent. Il évoque des dimensions géographiques, des structures concentriques, des richesses minérales étonnantes, et situe la disparition à une époque très ancienne, environ 9000 ans avant Solon. Cela correspondrait à une période qui coïncide étrangement avec la fin du Junger Dryas, moment de bouleversement climatique et de montée des eaux. Peut-être Platon rapportait-il, sans le savoir, la mémoire d'un désastre dont l'écho avait traversé les millénaires. Certains chercheurs ont vu dans ce récit un souvenir de terre réelle, engloutie par les océans à la fin de la dernière ère glaciaire. Le plateau continental atlantique, aujourd'hui submergé, était autrefois une terre fertile. De vastes régions qui forment maintenant les fonds marins auraient pu accueillir des communautés humaines. Lorsque les glaces fondirent et que les mers s'élevèrent, ces terres disparurent, emportant avec elles toute trace de leur occupation. Il n'est pas difficile d'imaginer que des survivants aient gardé en mémoire ces territoires perdus, les transformant en récits fondateurs transmis de génération en génération jusqu'à atteindre les oreilles de Platon. Atlantide pourrait n'avoir jamais été une civilisation unique, mais plutôt une condensation symbolique de toutes ces terres disparues et de toutes ces cultures effacées. Les Atlantes de Platon seraient alors les visages rassemblés de peuples oubliés, engloutis sous les eaux montantes. L'image de la cité splendide détruite en une nuit serait la traduction poétique d'un processus plus lent, mais tout aussi inexorable. La montée des océans après le Junger Dryas. Pourtant, certaines coïncidences troublantes subsistent. Des cartes anciennes, comme celle de Piri Reis au XVIe siècle, semblent représenter des côtes inconnues, parfois dessinées comme si elles étaient libres de glace.
Des ruines sous-marines signalées au large des Bahamas, de Cuba ou du Japon nourrissent les spéculations. Bien que souvent contestées, ces découvertes éveillent une intuition persistante, et si quelque part, sous les vagues, demeuraient ensemble les vestiges d'un âge oublié. Il faut aussi prêter attention à la manière dont d'autres cultures évoquent d'Ortham des terres disparues. Les Celtes parlaient ou ont tiré de Tir na Nog, une île merveilleuse désormais cachée. Les traditions basques parlent d'une terre engloutie par l'océan. En Inde, des récits mentionnent un continent perdu au sud, appelé Kumari Kandam, aujourd'hui submergé. En Polynésie, les chants racontent l'effondrement d'îles sous les vagues. Ces mémoires dispersées ressemblent étrangement à l'Atlantide de Platon, une terre prospère, effacée soudainement, mais encore vivante dans le souvenir des peuples. Si l'on considère Atlantide comme une mémoire déguisée en mythe, alors elle nous raconte moins l'histoire d'un peuple particulier que celle d'une blessure universelle. Elle symbolise ce qui se perd lorsque la nature reprend le dessus, ce qui disparaît lorsque l'homme croit avoir atteint une grandeur inébranlable. Elle nous avertit que la civilisation n'est qu'un équilibre fragile, qu'un seul basculement climatique, qu'une seule nuit de tremblement peut suffire à l'anéantir. Platon, philosophe, voulait sans doute enseigner une leçon morale. Mais il est possible qu'il ait, sans le savoir, ouvert une fenêtre vers le souvenir d'un âge antérieur, transmis sous forme de récits sacrés. Si l'Atlantide n'est pas une invention, mais une réminiscence, alors elle devient l'un des rares ponts reliant notre monde à celui qui fut englouti. Cette perspective change notre regard. Elle suggère que les mythes ne sont pas des fictions pures, mais des archives codées. Ils conservent, sous des symboles et des images, la mémoire d'événements réels. L'Atlantide, dans ce sens, ne serait pas une cité imaginaire, mais le témoignage de la fin d'un monde. Elle nous parle de la fragilité de nos propres empires, de la mer qui guette toujours, prête à reprendre ce qu'elle a donné. Et c'est peut-être là la véritable puissance de ce mythe. Il ne cesse de résonner parce qu'il touche à quelque chose de profondément humain. Nous savons, même inconsciemment, que rien n'est éternel, que la mer peut revenir, que nos cités brillantes ne sont que des passagères. L'Atlantide est le miroir de cette peur, mais aussi de cette fascination pour ce qui a été perdu. À travers les mots de Platon, nous entendons encore l'écho des survivants du Younger Dryas, racontant aux générations futures l'histoire d'une terre effacée par les eaux. Transformée, embellie, mythifiée, cette mémoire a traversé les âges, jusqu'à devenir le plus célèbre des récits d'inondation. Mais les pierres, elles aussi, gardent un témoignage. Et certaines, comme celle de Göbekli Tepe, semblent surgir d'un autre temps, comme si elles portaient dans leur silence l'héritage d'un monde détruit. Il existe des lieux qui semblent défier la chronologie, des sites qui se dressent comme des intrus dans l'histoire officielle. Göbekli Tepe, perché sur une colline de l'Anatolie, fait partie de ces mystères. Découvert dans les années 1990, ce sanctuaire mégalithique bouleversa notre compréhension du passé. Ces cercles de pierre dressés, ces piliers ornés de gravures d'animaux, ces symboles énigmatiques ne devraient pas exister à une époque aussi reculée. Car les datations situent ce monument à plus de 11 000 ans, donc à l'aube de la néolithisation, bien avant que l'agriculture et les cités ne s'épanouissent. Et pourtant, là, dans cette terre oubliée, une communauté a mobilisé une ingéniosité colossale pour bâtir ce qui reste, à ce jour, le plus ancien temple connu de l'humanité. L'énigme est profonde. Comment des sociétés supposées être encore de simples chasseurs-cueilleurs, vivant au gré des saisons et des migrations, ont-elles pu concevoir et ériger une telle structure ? Les piliers de Göbekli Tepe, certains atteignant 5 mètres et pesant plusieurs tonnes, exigent une organisation, une planification et une coopération sociale que l'on croyait réservée à des civilisations beaucoup plus tardives. Ce n'est pas seulement un site religieux, c'est un manifeste de savoir-faire, une démonstration d'une maîtrise qui, en théorie, ne devait pas exister à cette époque. Chaque pilier est gravé de figures animales, renards, serpents, sangliers, oiseaux. Mais ces représentations ne sont pas de simples décorations. Elles semblent obéir à un langage symbolique. Certains chercheurs suggèrent qu'elles pourraient en refléter des constellations, un savoir astronomique déjà élaboré. Si cela était vrai, cela signifierait que les bâtisseurs de Göbekli Tepe observaient en les cieux, comprenaient les cycles des étoiles et inscrivaient dans la pierre une mémoire céleste. Ce détail, si on l'accepte, renforce l'idée que nous ne sommes pas face à des communautés primitives, mais face à des héritiers d'une tradition plus ancienne, peut-être transmise par des survivants d'un âge oublié. Un autre aspect troublant est le destin même du site.
Göbekli Tepe fut délibérément enfoui par ses propres constructeurs. Les cercles de pierre furent recouverts de terre et de gravats, comme si l'on avait voulu protéger ce sanctuaire ou l'effacer de la surface du monde. Pourquoi un tel geste ? Était-ce un rituel, un acte de mémoire, une manière d'ensevelir un savoir pour les générations futures ? Cette décision transforme Göbekli Tepe en une capsule temporelle volontaire, un message enfoui pour être redécouvert bien plus tard. Certains voient dans ce site une preuve d'un héritage perdu, une rémanence d'un monde englouti à la fin du Junger Dryas. Les bâtisseurs, ayant peut-être survécu aux catastrophes du froid et de l'eau, auraient voulu préserver dans la pierre les connaissances et les symboles d'un âge antérieur. Göbekli Tepe serait alors non pas le commencement de la civilisation, mais un vestige, une survivance, une tentative de sauver de l'oubli ce qui avait failli disparaître à jamais. Les implications sont vertigineuses, car si Göbekli Tepe témoigne de la capacité humaine à ériger des monuments colossaux avant même l'invention de l'agriculture, alors l'histoire de la civilisation doit être réévaluée. Peut-être que ce que nous appelons le début n'était qu'une reprise après une rupture. Peut-être que l'humanité, avant le grand cataclysme, avait déjà entamé un chemin vers la complexité et que ce chemin fut brutalement interrompu, effacé par les glaces et les eaux. Les gravures de Göbekli Tepe ajoutent à cette impression d'un message crypté. On y voit des animaux placés dans des positions qui semblent correspondre à des configurations stellaires, comme si les bâtisseurs voulaient consigner dans la pierre un ciel particulier. Certains chercheurs y voient même la représentation d'une pluie de météorites, un rappel d'un désastre cosmique. Si tel est le cas, alors Göbekli Tepe n'est pas seulement un temple. C'est une archive, un monument commémoratif d'une catastrophe planétaire. Ce lieu incarne aussi une transition. Car après son abandon et son ensevelissement, d'autres cultures s'épanouirent en Anatolie et au Levant. L'agriculture, l'élevage, les premières sédentarités émergèrent dans la région. Comme si Göbekli Tepe avait été un seuil, une étape charnière entre deux âges, l'âge des chasseurs-cueilleurs héritiers d'un monde brisé et l'âge des sociétés agricoles qui allaient en bâtir les civilisations. Cette colline devient alors un symbole, celui d'une renaissance fragile et mystérieuse qui s'appuie sur les ruines d'un passé perdu. Dans le silence de Göbekli Tepe, on ressent une présence. Les pierres, dressées comme des géants endormis, semblent y veiller sur un secret. Leur organisation circulaire évoque des rassemblements rituels, des cérémonies dont nous avons perdu la clé. Mais derrière les rituels, il y a peut-être un but plus profond. Transmettre, préserver, rappeler que le monde avait déjà été brisé une fois. Si c'est vrai, alors ces bâtisseurs ne furent pas seulement des artisans du sacré, mais des archivistes d'un âge englouti. Le site nous oblige à poser une question dérangeante. Et si l'histoire humaine n'était pas une ascension linéaire, mais une série de renaissances après des effondrements ? Göbekli Tepe pourrait être le témoin silencieux de l'une de ces renaissances, surgie sur les cendres d'un monde balayé par le Junger Dryas. Lorsque l'on contemple les piliers massifs, couverts de symboles, on éprouve un sentiment de malaise et de fascination. Car ce que ces pierres disent dans leur silence, c'est que nous avons oublié. Elles semblent nous rappeler qu'il y eut un avant, et que cet avant fut détruit, mais pas entièrement effacé. Ce que nous appelons mystère archéologique est peut-être tout simplement le signe d'une mémoire enfouie qui affleure par moments à travers des ruines inexplicables. Göbekli Tepe reste une énigme et peut-être le restera-t-il toujours. Mais il occupe une place centrale dans la réflexion sur la possibilité d'une civilisation perdue. Il est comme une balise, un phare dressé au milieu des ténèbres du passé, indiquant qu'il existe encore des zones d'ombre dans notre histoire. Et ces zones d'ombre ne se limitent pas à l'Anatolie. Dans d'autres lieux, loin des collines de Turquie, d'autres indices surgissent, des cartes étranges, anciennes, qui semblent représenter des côtes aujourd'hui submergées, ou des régions que l'on croyait inconnues à cette époque. Ces cartes impossibles, elles aussi, nourrissent le doute et attisent de la curiosité. Parmi les énigmes qui entourent la mémoire du monde englouti, certaines ne sont pas faites de pierres ni de mythes, mais de lignes tracées sur des parchemins, des fragments de peau ou de papier. Ce sont les cartes anciennes, ces documents qui semblent parfois défier le temps et la logique, car certaines d'entre elles représentent des territoires sans qui, officiellement, n'auraient pas pu être connus à l'époque où elles furent dessinées.
Ces cartes impossibles, décrivant des côtes précises, des terres aujourd'hui submergées ou des régions recouvertes de glace depuis des millénaires, soulèvent une question troublante. Et si elles portaient la mémoire d'un savoir plus ancien, transmis à travers des générations de navigateurs et de survivants d'un monde perdu? L'exemple le plus célèbre est sans doute la carte de Piri Reis, un amiral ottoman du XVIe siècle. Découverte à Constantinople, elle représente avec une précision étonnante les côtes de l'Amérique du Sud, alors que cette région venait à peine d'être explorée par les Européens. Mais ce qui frappe surtout, c'est la partie inférieure du dessin, une terre ressemblant à l'Antarctique, non pas telle que nous la connaissons aujourd'hui, recouverte de glace, mais telle qu'elle aurait été avant son englacement massif. Des contours libres de toute calotte glaciaire, révélant des rivages que nos technologies modernes ont confirmés grâce aux relevés satellitaires et sismiques. Comment un cartographe du XVIe siècle aurait-il pu dessiner cela? Les défenseurs de la chronologie classique y voient dans l'encre des coïncidences, des erreurs d'interprétation ou des copies déformées d'anciennes cartes médiévales. Mais une autre hypothèse persiste, plus dérangeante. Et si Piri Reis s'était inspiré de sources bien plus anciennes, héritées elles-mêmes d'une tradition cartographique issue d'un âge oublié, lui-même affirmait avoir compilé sa carte à partir de documents très anciens, certains venus d'Alexandrie, d'autres remontant aux Grecs ou aux Arabes. Peut-être que ces sources, en remontant toujours plus loin, puisaient dans une mémoire qui précédait la chute du Younger Dryas. La carte de Piri Reis n'est pas un cas isolé. D'autres cartes anciennes, comme celle d'Oronce Fine ou de Boichet de Neuville, montrent elles aussi des régions polaires sans glace ou des continents disparus. Certaines évoquent des canaux, des fleuves aujourd'hui ensevelis sous les sédiments, mais qui correspondent à des réalités géologiques découvertes récemment. Ces concordances troublantes laissent penser que les cartographes médiévaux ou de la Renaissance s'inspiraient de sources bien plus anciennes, elles-mêmes copies de documents oubliés. Ce phénomène rejoint une constante. Les bibliothèques antiques, notamment celles d'Alexandrie, abritaient des trésors de savoir dont une grande partie fut détruite. Nous savons peu de choses sur les origines de certains de ces documents. Il est possible que parmi eux se trouvaient des cartes héritées de peuples disparus, préservées à travers des migrations, des copies et des transmissions orales. Si c'est le cas, alors ce que nous appelons anomalie cartographique serait en réalité la trace d'une mémoire lointaine, rescapée de l'âge des eaux. Il faut aussi s'interroger sur le rôle des navigateurs antiques. Les Phéniciens, les Grecs, les Polynésiens furent des marins capables d'exploits étonnants. Mais leur connaissance pourrait elle-même avoir reposé sur des traditions plus anciennes encore. Si des communautés côtières et florissantes existaient avant le déluge, elles devaient naviguer, commercer, échanger. Quand ces côtes furent englouties, leurs descendants auraient tenté de préserver le souvenir des routes maritimes et des terres perdues. Les cartes anciennes seraient alors les derniers vestiges d'un savoir nautique hérité d'un âge englouti. Il est troublant de constater que certaines de ces cartes montrent non seulement des continents, mais aussi des détails de relief. Fleuves, montagnes, plateaux, des caractéristiques invisibles à l'œil nu, mais confirmées par des sondages modernes. Ces précisions interrogent. Comment des peuples supposés primitifs pouvaient-ils posséder une telle connaissance de la géographie planétaire? L'explication pourrait être que ce savoir ne fut pas inventé de nouveau, mais transmis. Un héritage, fragile mais persistant, d'un monde antérieur au cataclysme. Derrière ces cartes se cache peut-être un récit plus large, celui d'une humanité qui, avant le Younger Dryas, aurait atteint un niveau d'organisation suffisant pour explorer et cartographier le monde. Cette humanité aurait ensuite été balayée par les glaces et les eaux, laissant derrière elle seulement des fragments, des mythes, des monuments inexplicables et des cartes impossibles. Le fait même que ces documents nous soient parvenus est un miracle, car ils traversèrent les siècles entre les mains de copistes, d'explorateurs et de savants, souvent sans que ceux-ci comprennent vraiment l'origine de ce qu'ils copièrent. Il n'est pas étonnant que ces cartes nourrissent les spéculations sur l'Atlantide ou d'autres civilisations disparues. Elles semblent confirmer qu'un savoir global, une compréhension du monde, existait avant que l'histoire officielle ne commence. Peut-être que ce savoir fut fragmentaire, limité à certaines élites ou à certains peuples marins. Mais il suffit qu'il ait existé pour remettre en cause notre vision linéaire du progrès. Ces géographies impossibles nous rappellent que la mémoire humaine n'est pas seulement inscrite dans les pierres ou les mythes.
Elle peut aussi se glisser dans des lignes, des contours, des dessins qui traversent le temps. Les cartes anciennes sont des fenêtres entr'ouvertes vers un monde englouti. Elles ne nous donnent pas de certitude, mais elles sèment le doute, et dans ce doute germe la possibilité d'une histoire bien plus ancienne et bien plus complexe que celle que nous croyons connaître. Quand nous contemplons ces tracés, nous avons l'impression d'entendre un murmure venu d'ailleurs, le souvenir d'un monde dont les contours étaient connus, dont les rivages étaient parcourus, mais qui fut effacé par les bouleversements de la Terre. Et si ces cartes sont exactes, alors elles ne sont pas seulement des anomalies historiques, elles sont les témoins d'un savoir que nous avons perdu. Mais les cartes ne sont pas les seuls indices. D'autres monuments, faits de pierres colossales dressées dans des endroits improbables, continuent de défier notre chronologie. Ils se dressent comme des géants silencieux, refusant de livrer leurs secrets. Les mégalithes, répandus sur toute la planète, portent eux aussi la trace d'un passé que nous avons peut-être mal interprété. Il y a à travers le monde des pierres dressées, des cercles silencieux, des blocs colossaux que les siècles n'ont pas réussi à abattre. Ces mégalithes, plantés dans le sol comme les témoins d'une volonté ancienne, se retrouvent sur presque tous les continents. En Europe, les alignements de Karnak s'étendent comme une armée figée dans le temps. En Grande-Bretagne, Stonehenge dresse encore ses arches de pierre contre le ciel. Au Pérou, les murs cyclopéens de Sacsayhuaman s'emboîtent avec une précision qui défie nos outils modernes. Au Liban, les pierres de Baalbek, parmi les plus lourdes jamais taillées, reposent encore à leur place. Partout, la même impression s'impose. Ces œuvres appartiennent à une histoire qui nous échappe, une chronologie plus ancienne que celle que nous croyons maîtriser. La question n'est pas seulement de savoir comment elles furent construites, mais pourquoi elles apparaissent si tôt dans la mémoire humaine. On nous dit que les premiers agriculteurs, les premières de communautés sédentaires, auraient dressé ces pierres comme des temples ou des calendriers. Mais certains mégalithes semblent antérieurs même à ces débuts de l'agriculture. Ils s'élèvent dans des contextes où les sociétés supposées primitives n'auraient maintenant pas eu les moyens techniques ni l'organisation sociale pour réaliser de tels exploits. Leur présence brouille la ligne du temps comme si une autre humanité, oubliée, avait laissé ses pierres derrière elle. Les alignements de Karnak, par exemple, datés de plusieurs millénaires avant les pyramides d'Égypte, s'étendent sur des kilomètres. Plus de 3000 pierres y sont dressées, parfaitement alignées, formant des motifs dont la signification reste insaisissable. Est-ce un calendrier astronomique, un espace rituel, ou bien un langage codé, une mémoire inscrite dans la pierre ? Leur gigantisme et leur régularité suggèrent une volonté de transmettre, de figer quelque chose qui devait traverser le temps. À Stonehenge, l'énigme se fait encore plus profonde. Les pierres bleues, venues de carrières lointaines au pays de Galles, furent transportées sur des centaines de kilomètres. Comment des hommes supposés être encore au stade de communauté rurale auraient-ils déplacé et dressé des blocs de plusieurs dizaines de tonnes ? L'architecture circulaire, avec ses portes de pierre orientées vers les solstices, révèle une maîtrise astronomique. Stonehenge est plus qu'un monument. C'est un observatoire, une horloge cosmique. Ce savoir, à une époque si reculée, évoque la persistance d'une tradition venue d'ailleurs, héritée de peuples qui auraient traversé un cataclysme et cherché à conserver leur mémoire dans la pierre. Les murs de Sacsayhuaman, dans les Andes, ajoutent à cette impression de décalage. Les blocs, taillés avec une précision telle qu'une lame de rasoir ne passe pas entre eux, pèsent parfois plus de 100 tonnes. Ils sont disposés comme s'ils avaient été moulés, ajustés, emboîtés dans une perfection qui résiste aux tremblements de terre depuis des siècles. Comment expliquer une telle maîtrise technique dans des cultures que l'on suppose émergentes ? Peut-être ces pierres témoignent-elles de savoirs hérités, transmis par des ancêtres dont la mémoire s'est dissoute dans les légendes. Les Incas eux-mêmes affirmaient n'avoir pas bâti ces murs, mais les avoir trouvés là, hérités d'un âge plus ancien. Baalbek, au Liban, défie encore davantage la compréhension. Les blocs de la terrasse antique, certains pesant plus de 1000 tonnes, sont les plus massifs jamais déplacés par l'homme. Leur fonction exacte reste obscure, mais leur présence impose une question lancinante. Comment des bâtisseurs supposés travailler avec des outils rudimentaires auraient-ils pu extraire, transporter et ériger de tels monstres de pierre ? Ces pierres paraissent appartenir à une époque où les lois mêmes de la construction étaient différentes ou à des traditions que nous avons perdues. Les mégalithes partagent un autre trait, leur orientation astronomique. Qu'il s'agisse de Karnak, de Stonehenge, de sites andins ou asiatiques, tous semblent liés au ciel. Ils pointent à midi vers les levées et couchers du soleil au solstice, vers certaines constellations, vers des alignements invisibles aux yeux des simples observateurs.
Ces orientations révèlent une obsession du temps, du cycle, de l'éternel retour, comme si les bâtisseurs avaient voulu fixer dans la pierre une connaissance venue des étoiles. Là encore, on retrouve l'idée d'un héritage, d'une mémoire cosmique préservée après une rupture. On pourrait dire que les mégalithes sont des bibliothèques silencieuses. Ils ne contiennent pas des mots, mais des positions, des alignements, des proportions. Leur langage est celui de la géométrie et du cosmos. Ce langage semble nous dire que les bâtisseurs savaient d'une manière que nous avons oubliée. Peut-être ne s'agissait-il pas d'une science au sens moderne, mais d'une cosmologie pratique, héritée d'un âge plus ancien, où la survie dépendait de l'observation du ciel et des cycles de la nature. Ces pierres, dans leur immobilité, semblent défier le temps, mais elles posent aussi une question troublante. Pourquoi un tel effort ? Pourquoi mobiliser des communautés entières pour dresser des blocs gigantesques, alors que la vie quotidienne était déjà un combat ? La réponse la plus simple est que ces monuments avaient une importance vitale, bien au-delà du symbolique. Ils étaient peut-être des avertissements, des mémoriaux d'un désastre, ou des repères pour reconstruire un monde brisé. L'hypothèse d'un cataclysme antérieur, comme celui du Younger Dryas, trouve ici un terrain fertile. Si une civilisation avait existé avant, ses survivants auraient eu besoin de marquer leur mémoire, dans la pierre, pour qu'elle traverse les âges. Ils auraient un temps transmis à des peuples plus récents la tradition de bâtir en grand, de dresser des monuments capables de survivre à l'érosion du temps. Ainsi, les mégalithes seraient les échos d'un monde englouti, traduits dans la langue des pierres pour ne pas sombrer dans l'oubli. Les mégalithes défirment donc notre chronologie officielle. Ils suggèrent même que l'histoire humaine n'a pas été une ligne droite, mais une succession de recommencements. Chaque pierre dressée semble dire « Souvenez-vous ». Mais avons-nous encore les clés pour comprendre ce qu'il fallait retenir ? Le mystère s'épaissit lorsqu'on considère non seulement les monuments, mais aussi certaines traces d'un savoir perdu. Car au-delà des pierres, des indices laissent entrevoir la possibilité d'une science disparue, une compréhension du monde que nous n'attribuons pas aux sociétés dites primitives. Cette science oubliée pourrait être l'un des héritages d'une civilisation effacée par les glaces et les flots. Lorsque l'on contemple les ruines des mégalithes ou les fragments de récits antiques, une impression persiste, presque obsédante. Et si derrière ces monuments et ces mythes se cachait l'écho d'une science oubliée ? Une science non pas forcément mécanique ou technologique comme celle qui façonne notre modernité, mais un savoir profond, enraciné dans l'observation du ciel, de la terre et des cycles, transmis de génération en génération avant d'être balayé par les bouleversements du Younger Dryas. L'ombre d'une science disparue plane sur ces vestiges, une science dont nous entrevoyons les contours sans pouvoir en saisir pleinement l'essence. Ce qui frappe d'abord, c'est la précision astronomique que l'on retrouve dans tant de monuments anciens. Les pierres de Stonehenge, les alignements de Karnak, les cercles de Nabta Playa dans le désert égyptien, ou encore les temples mayas, tous révèlent une connaissance intime des mouvements du soleil, de la lune et des étoiles. Ces sites servaient encore de calendrier céleste, permettant de prédire les solstices, les équinoxes, les saisons de semailles et de récolte. Mais ce savoir, si sophistiqué, semble surgir trop tôt dans l'histoire. Comment des sociétés dites primitives pouvaient-elles comprendre avec une telle acuité la mécanique du ciel ? Peut-être parce que ce savoir n'était pas né de rien, mais hérité d'un monde plus ancien. Certaines gravures, comme celle de Göbekli Tepe, semblent représenter des constellations spécifiques, alignées avec des événements célestes rares. Des chercheurs ont proposé que ces symboles rappelaient une pluie de météorites ou la chute d'un astre, événement pouvant correspondre au cataclysme du Younger Dryas. Si tel est le cas, alors les bâtisseurs n'ont pas seulement observé le ciel, ils ont voulu inscrire dans la pierre la mémoire d'un désastre venu des étoiles. C'est une manière de science qui n'est pas la nôtre, une science à la fois empirique et symbolique, où l'observation et le mythe se confondent pour transmettre un avertissement. Les traditions indiennes et mésopotamiennes, elles aussi, témoignent de ce savoir ancien. Les textes védiques contiennent des descriptions astronomiques et cosmogoniques d'une précision troublante. Ils parlent de cycles cosmiques immenses, de révolutions stellaires, de durées qui se comptent en milliers et millions d'années. Certes, ces durées sont enveloppées de mythes, mais elles révèlent une perception du temps que l'on retrouve dans peu d'autres cultures. Les Sumériens, quant à eux, semblent avoir hérité de connaissances étonnantes. Leurs tablettes mentionnent les mouvements des planètes, des éclipses et même des corps célestes invisibles à l'œil nu. S'agit-il d'une coïncidence, d'une extrapolation,
ou bien de la transmission de fragments d'un savoir plus ancien. L'ombre d'une science disparue se devine aussi dans la maîtrise de la pierre. Comment expliquer les ajustements parfaits des blocs cyclopéens à Sacsayhuaman, les alignements géométriques précis des pyramides de Gizeh ou les proportions remarquables des temples grecs et indiens? Derrière ces constructions se cache une connaissance des rapports, des mesures, des lois naturelles. Les bâtisseurs semblaient comprendre l'harmonie entre le ciel et la terre et traduisaient en masse cette harmonie dans leurs édifices. Leur science n'était pas séparée de leur spiritualité. Elle était une manière d'habiter le monde en accord avec les forces invisibles. Il existe aussi des témoignages plus discrets, disséminés dans les mythes, où des figures divines enseignent aux hommes des arts, des techniques, des savoirs. En Mésopotamie, les Apkallu, hommes-poissons envoyés par les dieux, transmettent aux humains les fondements de la civilisation. En Égypte, Thoth est présenté comme le maître des sciences, de l'écriture et du temps. En Amérique, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, apporte l'agriculture, les arts et les connaissances. Ces récits, bien que mythologiques, pourraient refléter un souvenir collectif, celui d'être peut-être des survivants d'une culture disparue qui diffusèrent leur savoir aux sociétés renaissantes. On retrouve également des indices dans certaines cartes anciennes. Comment expliquer que des documents, comme celui de Piri Reis, semblent représenter des territoires pour tels qu'ils étaient avant d'être recouverts par la glace? Il est-il possible que ces cartes soient les vestiges d'une science géographique plus ancienne, héritée de peuples disparus? Là encore, la transmission a sans doute été fragmentaire, mais suffisante pour laisser une empreinte durable dans l'histoire. La science disparue ne s'exprimait pas nécessairement dans des machines ou des outils complexes. Elle pouvait résider dans une observation minutieuse du monde naturel, dans une compréhension fine des cycles climatiques et célestes. Peut-être que ces peuples savaient anticiper les crues, les sécheresses, les mouvements des astres. Peut-être que leur survie dépendait de cette attention constante, et que de génération en génération, ils avaient accumulé un trésor de connaissances que nous ne percevons plus qu'à travers des fragments. Ce savoir ancien a-t-il disparu brutalement avec le Junger Dryas, ou a-t-il été transmis mais fragmenté, déformé, transformé en mythes et en rituels? Il est probable que les deux processus aient coexisté. Le cataclysme a effacé des centres de savoir, englouti des territoires entiers, détruit des bibliothèques orales ou gravé dans la pierre. Mais certains survivants ont dû préserver des bribes, les transmettre aux peuples qui vinrent après. Ces bribes, réassemblées plus tard, donnèrent naissance à ce que nous appelons aujourd'hui les civilisations anciennes. Cette hypothèse transforme notre perception de l'histoire. Nous n'aurions pas inventé ex nihilo les sciences, mais redécouvert, réinterprété, ravivé les cendres d'un savoir plus ancien. Ce que nous voyons comme des commencements serait en réalité des renaissances. L'ombre d'une science disparue plane donc sur les mythes, sur les pierres, sur les cartes. Elle s'est présente dans les proportions sacrées, dans les temples alignés avec les étoiles, dans les récits d'êtres semi-divins apportant des savoirs aux hommes. Elle est là comme une trace persistante, mais toujours hors de notre portée. Et peut-être est-ce mieux ainsi, car cette science, si elle a existé, était née dans un monde qui s'est effondré. Elle appartenait à un âge englouti, et ses fragments ne nous parviennent qu'à travers le voile du temps. Pourtant, certains indices laissent penser que ce savoir ancien ne fut pas seulement céleste ou spirituel. Il pourrait aussi avoir concerné des événements dramatiques, des forces destructrices venues du ciel. Car de nombreux mythes évoquent des flammes, des pierres incandescentes, des armes de feu qui déchirèrent sur le ciel et détruisirent des mondes. Ces images rappellent étrangement les hypothèses modernes sur les comètes et les pluies de débris cosmiques liées au Junger Dryas. Peut-être que les mythes d'armes célestes ne sont pas seulement symboliques, mais la mémoire codée d'événements réels. Depuis que l'homme lève les yeux vers la voûte étoilée, il ressent à la fois fascination et crainte. Les astres, immuables à ses yeux, semblaient garants d'un ordre éternel. Mais parfois, le ciel se déchirait, des flammes surgissaient des éclats embrasaient la nuit, et des pierres incandescentes tombaient bientôt sur la terre. Ces phénomènes, que nous appelons comètes, météores ou pluies de feu, furent souvent perçus comme des signes divins, des avertissements ou des châtiments. Pourtant, derrière les images mythologiques se cache peut-être un souvenir plus concret, plus dramatique encore, celui d'un cataclysme venu du ciel qui aurait bouleversé la planète
et effacer une partie de l'humanité. Les chercheurs modernes évoquent l'hypothèse d'un impact cosmique pour expliquer la brutalité du Younger Dryas. Selon cette théorie, un fragment de comète aurait explosé dans l'atmosphère ou frappé la Terre, provoquant des incendies colossaux, un voile de poussières et de suie et une plongée brutale dans un climat glaciaire. Ce scénario encore débattu trouve pourtant des échos troublants dans les récits du monde entier. Les mythes parlent de feux venus du ciel, d'étoiles tombées sur la terre, de nuits illuminées par des pluies de flammes. Les armes des dieux, telles qu'elles sont décrites dans de nombreuses traditions, pourraient n'être rien d'autre que la mémoire poétique d'un bombardement cosmique. Dans les textes védiques de l'Inde, on trouve des descriptions saisissantes de batailles célestes où les dieux brandissent dominant des armes terribles, capables d'incendier des villes entières, de réduire des montagnes en poussière, de faire fondre les rivières. Les astras, armes divines, sont parfois décrites comme des traits de feu tombant du ciel, laissant derrière elles un champ de désolation. Les interprétations modernes y voient des métaphores, mais si ces récits conservaient la mémoire d'événements réels, peut-être que les survivants d'un cataclysme ont transposé dans leur mythologie la vision de pierres incandescentes embrasant le monde. Les traditions amérindiennes, elles aussi, racontent des histoires de feux célestes. Les Mayas et les Aztèques décrivaient des soleils successifs, détruits par des flammes ou des déluves de météores. Les Hopis parlent d'un monde précédent, réduit en cendres par les flèches ardentes des dieux. En Australie, les chants du temps du rêve racontent de comment le ciel envoya des feux qui consumèrent la terre avant que les eaux ne recouvrent tout. Ces images, récurrentes, rappellent le même motif. Le ciel, source de lumière et de vie, peut devenir soudain une arme destructrice. Les traces géologiques, elles aussi, nourrissent cette hypothèse. On retrouve dans certaines couches de sédiments, datées précisément du Younger Dryas, des sphérules de carbone vitrifiées, des nanoparticules métalliques, des traces de combustion massive. Ces éléments, pour certains scientifiques, seraient la signature d'une pluie de fragments cométaires embrasant l'atmosphère. D'immenses incendies auraient ravagé les continents, noircissant le ciel, accélérant la disparition des grandes espèces animales et plongeant l'humanité dans un âge de ténèbres. Le souvenir de ces feux colossaux se serait transformé en mythe d'armes divines, gravé dans la mémoire collective. L'image des armes du ciel traverse aussi les récits bibliques. Dans l'Ancien Testament, Sodome et Gomorrhe sont détruites par un déluge de feu et de soufre tombé du ciel. Dans l'Apocalypse, des étoiles brûlantes s'abattant sur la terre et les mers. Ces visions eschatologiques peuvent être lues comme des avertissements spirituels, mais elles peuvent aussi refléter des souvenirs bien plus anciens, transmis et transfigurés à travers les siècles. Le souvenir d'un ciel en feu. Il est frappant de constater que ces récits combinent souvent le feu et l'eau. Le ciel embrase la terre, puis les eaux montent et recouvrent tout. Ce double mouvement correspond étonnamment au scénario proposé par certains chercheurs pour le Younger Dryas. D'abord une pluie de fragments cosmiques provoquant des incendies planétaires, ensuite la fonte accélérée des glaces et la montée des océans. Les mythes, dans leur langage symbolique, auraient donc conservé la trame générale d'un désastre réel. Les bâtisseurs de sites comme Göbekli Tepe pourraient avoir voulu immortaliser ce souvenir. Certaines gravures représentant des animaux et des symboles astronomiques ont été interprétées comme la description d'une pluie de météorites. Si cette lecture est correcte, alors ces monuments ne sont pas seulement des sanctuaires religieux, mais aussi des archives, des mémoriaux d'un événement qui bouleversa le monde. Ce qui nous trouble dans ces récits, c'est leur caractère universel. Partout, les peuples parlent de feu venu du ciel, de destruction cosmique, de châtiment céleste, comme si l'humanité entière avait traversé un traumatisme commun, inscrit ensuite dans ces récits sacrés. Cette universalité donne du poids à l'hypothèse que ces armes du ciel ne furent pas seulement des images, mais des réalités terrifiantes, vécues par les ancêtres de toutes les cultures. L'idée qu'une comète ou une pluie de fragments célestes ait pu marquer l'histoire humaine change notre perception du passé, car elle suggère que notre destin est intimement lié au cosmos, que des forces venues du dehors peuvent, en un instant, bouleverser le cours de la civilisation. L'homme n'est pas maître de son histoire, il est le passager fragile d'une planète exposée aux caprices de l'espace. Cette vérité, nos ancêtres l'ont peut-être apprise de la manière la plus brutale, et ils ont tenté de nous en avertir par le langage du mythe. Mais si le ciel apporta la destruction, l'eau fut la grande héritière de ce chaos.
Les flammes préparèrent le terrain, mais ce sont les océans, silencieux et implacables, qui recouvrirent à jamais les terres et les mémoires. Les mythes et les pierres parlent du feu, mais ils parlent encore plus de l'or, car c'est elle qui a été la gardienne du souvenir, la force qui a avalé les côtes et enseveli les traces d'un monde effacé. L'eau est la substance la plus familière et la plus insaisissable à la fois. Elle est source de vie, miroir du ciel, mais aussi puissance de destruction. Dans l'histoire ancienne de la Terre, et plus encore dans les récits du Younger Dryas, elle se révèle sous ce double visage, gardienne silencieuse des secrets engloutis, et force impitoyable qui efface tout sur son passage. À mesure que les glaciers fondaient, que les fleuves gonflaient et que les océans montaient, des territoires entiers disparurent, emportant avec eux des paysages, des villages, peut-être même des cités. Et dans ce processus, l'eau devint à la fois la destructrice d'un monde et la gardienne de sa mémoire. Quand on pense à la montée des mers après la dernière ère glaciaire, on imagine des lignes de rivage reculant lentement. Mais la réalité fut sans doute bien plus brutale. Des torrents glacés jaillirent dans des lacs emprisonnés par les glaces, se déversant dans les océans en vagues gigantesques. Des deltas fertiles, des plaines côtières furent soudain submergées. Des communautés entières durent fuir, abandonnant leurs foyers aux flots. Cette disparition ne fut pas seulement géographique, elle fut culturelle. Les chants, les traditions, les savoirs inscrits dans ces terres furent engloutis avec elle. Pourtant, paradoxalement, c'est aussi l'eau qui conserva certains vestiges, ensevelissant sous ses couches protectrices des traces que nous commençons à peine à redécouvrir. Dans plusieurs régions du monde, on retrouve aujourd'hui les vestiges de forêts englouties, de villages noyés, de routes antiques disparues se lettres sous les vagues. Au large de l'Inde, dans le golfe de Cambay, des structures étranges ont été repérées, suggérant une occupation humaine très ancienne, bien avant l'époque supposée des premières civilisations. Dans les mers du Nord, entre l'Angleterre et le Danemark, une vaste plaine aujourd'hui submergée, appelée Doggerland, abritait autrefois des forêts, des rivières et des communautés humaines. Ce territoire, fertile et riche, disparut entièrement sous les eaux en quelques générations. Là où les pêcheurs tirent aujourd'hui des filets de la mer, on retrouve parfois des outils de pierre, des ossements, les fragments d'un monde oublié. Ces découvertes nous rappellent que l'eau est une archive silencieuse. En engloutissant, elle conserve. Elle préserve sous ses sédiments les traces des passés effacés. Mais elle rend ces traces inaccessibles, les reléguant dans un silence abyssal. Les océans couvrent plus de la moitié de la surface de la Terre, et leurs profondeurs sont encore largement inexplorées. Qui sait combien de vestiges reposent là, enfouis dans l'obscurité, témoins d'un âge disparu dont nous n'avons gardé que des mythes. L'eau est aussi au centre des traditions. Dans presque toutes les cultures, elle est perçue comme la matrice de la vie, mais aussi comme la force du déluge. Les récits d'inondations universelles, du déluge biblique à celui de Manu en Inde, de l'Atlantide de Platon aux légendes des peuples polynésiens, répètent le même motif. L'eau détruit, mais elle purifie. Elle ouvre la voie à une renaissance. C'est comme si l'humanité, en se souvenant de la violence des mers, avait choisi de voir dans cette force dévastatrice une puissance ambivalente, à la fois châtiment et bénédiction. Cette ambivalence se retrouve aussi dans l'expérience des survivants. Pour ceux qui vécurent la montée des eaux, l'eau fut sans doute la grande ennemie. Elle emportait les terres, les récoltes, les ancêtres enterrés dans le sol. Elle effaçait les repères, forçait à l'exil, imposait la peur d'un retour incessant. Mais elle fut aussi l'élément qui relia les peuples, car les migrations provoquées par la montée des mers ouvrirent de nouvelles routes maritimes. Des savoirs furent transmis par ceux qui prirent la mer, emportant dans leurs embarcations des traditions, des mythes, des récits de ce qui avait été perdu. L'eau destructrice de terre fut en même temps le vecteur de mémoire entre les peuples. Les grands monuments bâtis après le Younger Dryas semblent eux aussi dialoguer avec l'eau. Beaucoup se dressent auprès des fleuves, des lacs, des mers. Ils reflètent le ciel dans les surfaces liquides, comme pour unir le cosmos et la terre à travers l'élément fluide. Les temples de l'Égypte, les cités de Mésopotamie, les sanctuaires d'Inde furent tous construits au bord de l'eau, comme si la mémoire des anciennes inondations exigeait que l'on bâtisse désormais en lien avec cet élément ambivalent. L'eau devenait une médiatrice entre les dieux et les hommes, mais aussi une gardienne de ce qui avait été effacé. Il est frappant de constater que dans de nombreuses traditions, l'eau est associée à la mémoire.
Dans la mythologie grecque, deux fleuves coexistaient dans le monde souterrain, Léthé, dont les eaux faisaient en oublier, et Mnémosyne, dont les eaux donnaient la mémoire. Dans les textes indiens, l'eau purifie l'âme, mais elle conserve aussi les traces des âges passés. Les chamans d'Amérique du Sud plongent encore aujourd'hui dans l'eau pour accéder à des visions et dialoguer avec les ancêtres. Cette symbolique universelle révèle que l'humanité a toujours perçu l'eau comme plus qu'un simple élément, comme une frontière entre oubli et mémoire. Peut-être que cette perception est née de l'expérience collective du Junger Dryas. Lorsque les eaux montèrent et recouvrirent des terres entières, l'humanité comprit que la mémoire pouvait être engloutie. Mais elle comprit aussi que l'eau préservait, qu'elle gardait en son sein des traces. Les mythes du déluge seraient alors non seulement le récit d'une catastrophe, mais aussi la reconnaissance que la mémoire de l'humanité avait été confiée à l'eau. Aujourd'hui encore, les archéologues plongent dans les océans pour chercher des indices. Ils sondent les profondeurs à la recherche de cités noyées, de ruines oubliées. Chaque découverte, chaque fragment retrouvé est comme une voix qui remonte du passé, rappelant que l'eau, en effaçant, conserve aussi. Mais l'immensité des océans laisse entrevoir combien il nous reste à explorer. Peut-être que des bibliothèques entières de pierres dorment encore sous les vagues, attendant d'être redécouvertes. Ainsi l'eau est la grande ambivalente. Elle a détruit des mondes, mais elle a gardé leurs ombres. Elle a forcé l'oubli, mais elle a aussi protégé la mémoire. Elle est à la fois le fleuve de l'été et celui de Mnémosyne, l'oubli et le souvenir. En cela, elle incarne parfaitement le destin du Junger Dryas, un âge où un monde entier fut englouti, mais dont les traces persistent encore gardées par l'élément liquide. Et si l'eau fut la gardienne silencieuse de ces mémoires perdues, certaines découvertes modernes, marginalisées ou dérangeantes, suggèrent cependant que l'archéologie elle-même vacille parfois devant ce qu'elle met au jour. Des fragments qui ne devraient vraiment pas exister, des objets anachroniques, des indices qui semblent venir d'un autre âge. Ce sont ces anomalies que l'on appelle parfois l'archéologie interdite, et elles constituent un autre chapitre de ce mystère. Il existe, aux marges du savoir établi, des découvertes qui dérangent. Elles ne trouvant pas leur place dans la chronologie officielle, elles résistent aux classifications, et souvent elles sont reléguées dans le silence. Ces fragments, que l'on appelle parfois anomalies archéologiques, semblent appartenir à un autre récit. Ils évoquent un passé où l'humanité aurait peut-être atteint un degré d'organisation et de connaissance que nous n'osons pas imaginer pour des époques aussi reculées. Ces vestiges interdits, éparpillés sur tous les continents, dessinent une carte brouillée d'un monde englouti, dont les traces survivent malgré les tentatives d'oubli. Dans des mines de charbon, dans des couches géologiques supposées trop anciennes, on a parfois retrouvé des objets métalliques travaillés, des sphères polies, des empreintes inexplicables. Ces découvertes, souvent contestées ou marginalisées, posent toujours la même question. Comment expliquer de tels objets dans des strates qui, selon nos connaissances, précèdent de loin l'apparition de la civilisation humaine? Les sceptiques invoquent des erreurs d'observation, des fraudes, des phénomènes naturels. Mais la récurrence de ces énigmes trouble. Même si beaucoup peuvent être écartés, certaines persistent, comme des échardes dans le récit officiel. Dans les Amériques, des récits indigènes parlent de cités aujourd'hui enfouies dessous les forêts ou les sables. Les conquistadors, en arrivant, entendirent parler de ruines colossales, bien plus anciennes que les empires qu'ils affrontaient. Certaines furent découvertes, d'autres restèrent des légendes. Mais les explorateurs modernes continuent de révéler, sous la jungle amazonienne, des traces d'urbanisme, de réseaux hydrauliques et de géométrie monumentale qui définissent l'idée d'une Amazonie vierge. Ce continent que l'on croyait inhabité avant quelques siècles pourrait avoir abrité des civilisations effacées, victimes du temps, de l'eau et de l'oubli. En Égypte, les temples et les pyramides fascinent depuis des siècles. La chronologie officielle attribue leur construction à des dynasties précises, mais certains détails dérangent. L'usure des sphinx, par exemple, ressemble davantage à une érosion par l'eau que par le vent du désert. Cela suggérerait que la statue ait été exposée à des pluies torrentielles, bien avant l'époque pharaonique connue. Si tel était le cas, le sphinx pourrait être bien plus ancien qu'on ne le croit, vestige d'un âge pluvieux remontant à la fin du Junger Dryas. Cette hypothèse, encore contestée, ouvre pourtant une brèche. Et si certains monuments égyptiens s'étaient enracinés dans une mémoire antérieure, héritée d'un âge oublié? En Asie, certaines structures intriguent de la même manière.
Les mégalithes du Japon, notamment ceux de Yonaguni, découverts sous la mer, ressemblent à des terrasses et à des escaliers sculptés dans la roche. Les sceptiques y voient une formation naturelle, les passionnés y reconnaissent les vestiges d'une cité engloutie. Mais l'existence même de ces formes, à quelques mètres sous l'eau, alimente la question. Combien d'autres monuments gisent sous les océans, invisibles à nos regards, recouverts par la montée des eaux après le Younger Dryas? Dans le Pacifique, des traditions polynésiennes racontent que leurs ancêtres venaient de terres disparues, englouties prédits par les flots. Les ruines de Nan Madol, construites sur des récifs artificiels avec d'énormes blocs basaltiques, intriguent encore les chercheurs. Elles témoignent d'une ingénierie complexe, inexplicable pour une société insulaire de cette taille. Là encore, le soupçon d'un héritage perdu plane, comme si les bâtisseurs avaient utilisé un savoir ancien, hérité d'un monde brisé. Ce qui rend ces fragments dérangeants, ce n'est pas seulement leur existence, mais leur répétition. Partout à travers la planète surgissent des indices qui semblent pointer vers un récit parallèle, enfoui. Les mythes du déluge, les mégalithes, les cartes impossibles, les objets anachroniques, tous convergent, chacun à leur manière, vers l'idée d'une mémoire engloutie. Ce récit alternatif n'est pas accepté par la science officielle, car il bouleverse trop profondément les fondements de la chronologie humaine. Pourtant, il persiste dans l'imaginaire, et il alimente la conviction que nous marchons sur les cendres d'âges effacés. Il faut se demander pourquoi certaines découvertes sont rapidement écartées. Souvent, c'est par manque de preuves solides, par prudence scientifique, mais parfois c'est aussi parce qu'elles dérangent l'ordre établi. L'histoire humaine telle qu'on la raconte est linéaire, de la pierre taillée à l'agriculture, des villages aux empires, de la superstition à la science. Ce récit rassure, il donne un sens à notre progression. Mais si des indices devenaient prouver qu'une humanité avancée existait avant le Younger Dryas, ce récit s'effondrerait. Il faudrait admettre que nous ne sommes pas les premiers, que d'autres avant nous ont bâti, observé, peut-être même compris des choses que nous avons oubliées. Ces fragments interdits résonnant avec une intensité particulière lorsqu'on les rapproche des traditions orales, car ces dernières, loin d'être de simples contes, pourraient être les archives vivantes de ce passé effacé. Les peuples qui n'avaient pas l'écriture ont confié à leurs chants, à leurs histoires, la mémoire des mondes disparus. En écoutant ces récits, on entend parfois l'écho direct des cataclysmes, comme si, dans les veines de l'humanité, une mémoire enfouie circulait encore, prête à ressurgir lorsque les pierres et les objets interdits nous forcent à nous interroger. Ces fragments dérangeants sont des invitations au doute. Ils nous rappellent que l'histoire que nous racontons est peut-être incomplète, et que la Terre garde encore ses secrets. Ils ouvrent la porte à une autre vision, celle d'un monde où les mythes et les ruines, les objets et les récits convergent vers une vérité plus vaste, une vérité que nous n'osons pas encore affronter. Et cette vérité prend une dimension encore plus vertigineuse lorsque l'on se tourne vers les étoiles. Car dans de nombreuses traditions, ce sont elles, les astres, qui sont présentés comme les sources du savoir, comme les guides des premiers hommes. Peut-être que l'héritage d'une civilisation engloutie ne se trouve pas seulement dans les pierres et les océans, mais dans une mémoire étoilée, transmise comme un héritage venu d'au-delà du temps. Depuis toujours, l'homme cherche dans le ciel des repères, des réponses et des récits. Les étoiles, par leur fixité apparente, offraient une carte immuable, une géométrie qui transcendait le chaos terrestre. Mais elles notaient pas seulement des points de lumière, elles étaient perçues comme des messagères, des ancêtres, des guides. Dans le silence de la nuit, les peuples anciens lisaient les constellations comme on lit un manuscrit. Peut-être y voyant-ils le souvenir d'un âge antérieur, peut-être aussi la trace d'un savoir, transmis par des survivants d'un monde englouti. Car partout, des civilisations ont relié leur destin aux étoiles, comme si elles avaient hérité d'un langage venu d'un temps perdu. Les traditions orales des peuples anciens sont riches de récits où les étoiles jouent un rôle central. Les aborigènes d'Australie parlent du temps du rêve, où les ancêtres célestes façonnèrent dans la terre et laissèrent dans leurs empreintes dans les constellations. Les Égyptiens orientaient leurs temples et leurs pyramides vers Sirius, l'étoile qui annonçait la crue du Nil, liant ainsi le destin des récoltes à la régularité céleste. Les Mayas construisirent dans leurs cités comme des miroirs du ciel, alignés avec les mouvements de Vénus et des constellations. Ces obsessions célestes ne peuvent être réduites à de simples superstitions. Elles révèlent une connaissance approfondie du ciel, mais aussi une conviction que ce savoir provenait d'un héritage ancien. Göbekli Tepe, ce sanctuaire vieux de plus de 11 millénaires, ajoute à ce mystère.
Ces pierres gravées de symboles animaux pourraient en se représenter des constellations. Certains chercheurs ont proposé que l'un de ces piliers décrit une pluie de météorites, peut-être celle qui aurait marqué le Younger Dryas. Si cette interprétation est juste, cela signifierait que les bâtisseurs voulaient consigner un événement céleste majeur, un souvenir gravé dans le ciel et transposé dans la pierre. Les étoiles devenaient alors un livre de mémoire, un moyen de se souvenir d'un désastre et de prévenir les générations futures. Ce rapport intime aux étoiles se retrouve aussi dans les récits mythologiques. En Mésopotamie, les dieux étaient associés aux astres et leurs mouvements dans le ciel étaient perçus comme les signes de leur volonté. En Grèce, on pense les héros devenus constellations, incarnant des histoires éternelles. En Inde, les nakshatras, demeures lunaires, régissaient le destin et le rythme de la vie. Cette universalité de l'astronomie symbolique suggère que les peuples n'ont pas inventé de toutes pièces ce lien au ciel. Ils l'ont reçu ou retrouvé comme une vérité fondamentale, peut-être héritée d'une époque antérieure où l'observation du ciel était vitale. L'hypothèse d'un héritage étoilé prend plus de force encore lorsqu'on observe l'architecture sacrée. Les pyramides d'Égypte, alignées avec Orion et Sirius, semblent figer dans la pierre une correspondance entre le ciel et la terre. À Teotihuacan, au Mexique, la disposition des pyramides reflète la ceinture d'Orion. À Angkor, au Cambodge, les temples sont disposés comme une projection des constellations. Ces choix ne sont pas accidentels. Ils témoignent d'une volonté de recréer sur la terre l'ordre du ciel, comme si les bâtisseurs suivaient un modèle transmis depuis un âge plus ancien. Peut-être que cet alignement n'était pas seulement religieux, il était une manière de préserver une mémoire céleste, un savoir qui ne devait pas disparaître. Si les étoiles furent perçues comme des guides, c'est aussi parce qu'elles offraient une stabilité face à l'instabilité du monde terrestre. Lorsque les glaciers fondaient, lorsque les mers s'élevaient, lorsque le climat basculait, le ciel restait le seul repère. Les survivants du Younger Dryas, bouleversés par les cataclysmes, ont peut-être trouvé dans le ciel la seule continuité, la seule permanence. Ils auraient alors codé dans les constellations la mémoire de ce qu'ils avaient en vécu, projetant dans les étoiles les récits du plan du feu, de l'eau et de la destruction. Les mythes célestes seraient ainsi des archives du cataclysme, inscrites dans le langage universel des astres. Certains chercheurs vont plus loin et évoquent l'idée d'un savoir astronomique très avancé, transmis à travers ces traditions. Comment expliquer, par exemple, que certaines cultures semblent avoir connu la précession des équinoxes, un phénomène subtil nécessitant des siècles d'observation. Les temples d'Égypte et de Sumer, les cycles védiques de l'Inde, les calculs mayas semblent refléter cette connaissance. S'il est difficile d'imaginer que des peuples dits primitifs aient pu découvrir seuls ces lois, peut-être les ont-ils héritées de générations plus anciennes, d'un monde qui observait déjà les étoiles avant d'être englouti. Les étoiles sont aussi liées à l'idée de l'origine. Dans de nombreuses traditions, les ancêtres des hommes venaient du ciel. Les Dogons du Mali parlent de Sirius et de ses compagnons invisibles avec une précision qui étonne encore aujourd'hui. En Mésoamérique, Quetzalcoatl descend des étoiles pour enseigner aux hommes. En Égypte, les pharaons étaient censés rejoindre Orion et Sirius après leur mort. Ce lien entre l'humanité et les étoiles pourrait être une métaphore, mais il pourrait aussi être la mémoire d'un savoir ancien. L'idée que l'homme a toujours perçu son destin comme inséparable du ciel. Si l'on considère les étoiles comme une mémoire, alors elles deviennent un fil reliant le passé au présent. Chaque culture, en y inscrivant ses récits, a contribué à tisser une tapisserie universelle, où se reflète le souvenir des catastrophes et des renaissances. Ce fil pourrait bien être le seul qui nous rattache encore à un monde disparu. Les pierres, les mythes, les cartes ont été fragmentés, mais le ciel reste le même. Les constellations que nous voyons ce soir sont celles qu'ont vues les survivants du Younger Dryas, celles qu'ils ont gravées dans leurs récits et leurs monuments. Le ciel est le livre que nous partageons avec eux. Peut-être que l'héritage le plus important des étoiles est celui-ci, la conscience que l'humanité n'est pas seule, qu'elle s'inscrit dans un cosmos plus vaste où son destin peut basculer à tout instant. Les étoiles, en tant que repères, rappellent la beauté du monde, mais elles rappellent aussi sa fragilité. Elles sont à la fois mémoire et avertissement. Et c'est justement dans les traditions orales que cet héritage étoilé se révèle avec le plus de force, car ces récits
transmis sans écriture, portés par la voix et le chant, sont les veines vivantes d'un passé englouti. Ils ont gardé vivante la mémoire du ciel et de la terre, traversant les siècles là où les pierres et les objets se sont effacés. Bien avant que les premiers symboles soient tracés sur l'argile ou le papyrus, l'humanité avait déjà un livre, la voix. Dans le souffle du conteur, dans les chants transmis autour des feux, dans les récits confiés aux initiés, se trouvaient dans les archives de mondes disparus. Les traditions orales furent les veines par lesquelles circula le sang de la mémoire, quand tout le reste avait été englouti. Elles sont la forme la plus ancienne de conservation du savoir, mais aussi la plus fragile, car elles dépendent de la fidélité des vivants et de la continuité des générations. Et pourtant, malgré leur fragilité, elles ont traversé les âges, portant des souvenirs si anciens qu'ils semblent défier l'oubli. Ces récits, souvent catalogués comme mythes ou légendes, recèlent d'ampules des motifs qui se répètent d'un continent à l'autre. Le déluge universel, par exemple, est l'un de ces thèmes partagés. En Mésopotamie, en Inde, en Amérique, en Océanie, on raconte toujours la même chose. Les eaux montèrent, détruisirent le monde, et seuls quelques survivants purent recommencer. Ces histoires ne sont peut-être pas des inventions, mais la transposition poétique de souvenirs vécus. Elles sont la voix des survivants du Younger Dryas, transmises siècle après siècle, jusqu'à devenir des récits sacrés. Les traditions orales ne décrivent pas seulement des catastrophes, elles contiennent aussi des indications précises sur des lieux disparus. Les aborigènes d'Australie chantent encore les contours de côtes aujourd'hui submergés depuis des milliers d'années. Leurs chants, transmis sans interruption, décrivent des rivages qui n'existent plus. Ces récits, vérifiés par des géologues, prouvent que la mémoire orale peut conserver fidèlement une géographie pendant des dizaines de millénaires. C'est une preuve saisissante que la voix peut franchir des durées que nous pensions réserver à l'écriture. Chez les Polynésiens, les chants de navigation sont un autre exemple. Ils contiennent des descriptions de courants, de vents, de positions d'étoiles, qui permettent de parcourir des milliers de kilomètres d'océan. Mais ils sont aussi porteurs de souvenirs de terres disparues. Des îles englouties par les flots, des continents effacés, sont encore évoqués dans ces récits. Là encore, l'eau et la mémoire s'entrelacent. Ce qui a été perdu matériellement survit dans la parole. En Amérique, de nombreux peuples conservent des récits d'âges successifs, détruits chacun par un cataclysme différent. Les Hopites, par exemple, parlent de mondes successifs anéantis, le précédent par le feu, le suivant par l'eau, avant que l'humanité n'émerge à nouveau. Les Mayas racontent que les hommes de bois furent détruits par des pluies de flammes et des déluges. Ces récits les peuvent te sembler symboliques, mais leur convergence avec les indices géologiques et climatiques du Younger Dryas laisse entendre qu'ils sont les mémoires codées d'événements réels. Les traditions africaines et proches orientales abondent également en récits d'effondrement et de renaissance. En Afrique de l'Ouest, certaines légendes parlent de cités englouties par les eaux, de royaumes effacés en une seule nuit. Dans le désert, on raconte encore qu'autrefois des mers recouvraient les dunes et que des civilisations disparurent avec elles. Ces récits, transmis oralement, rejoignent la mémoire géologique qui révèle qu'il y eut bien des lacs et des fleuves là où il n'y a plus que sable aujourd'hui. Ce qui frappe dans toutes ces traditions, c'est leur rôle de garde-fou. Elles ne se contentent pas de raconter le passé, elles servent aussi d'avertissement. Elles disent « cela s'est produit une fois, cela peut se reproduire ». En transmettant les récits de déluges, de feux célestes ou de terres englouties, les anciens ne cherchaient pas seulement à préserver la mémoire, mais à préparer les générations futures à la fragilité du monde. Les mythes oraux étaient mais des archives vivantes, mais aussi des enseignements. Ces récits ont été apportés par des gardiens, conteurs, chamans, prêtres. Leur rôle n'était pas seulement de répéter, mais de veiller à ce que la mémoire ne se perde pas. Dans certaines cultures, la moindre erreur dans la transmission était considérée comme une faute grave, car elle menaçait l'intégrité de la mémoire collective. Ainsi, par le biais de la voix, un monde disparu continua d'exister, inscrit dans l'imaginaire de peuples qui n'en avaient peut-être jamais vu les vestiges, mais qui en portaient l'héritage. La puissance des traditions orales réside aussi dans leur capacité à coder des savoirs pratiques. Derrière les récits symboliques se cachent parfois des indications concrètes. Où trouver de l'eau, quand semer, comment éviter une région dangereuse. Certains mythes de tsunami, transmis au Japon ou en Indonésie, ont sauvé des villages modernes. Lorsque les eaux se retirèrent brusquement, les anciens reconnurent le signe et fuirent vers les hauteurs, survivant grâce à la mémoire transmise.
Ces récits déprouvent que la tradition orale peut conserver des connaissances vitales à travers des siècles, parfois des millénaires. Si les traditions orales sont des veines, c'est parce qu'elles irriguent encore notre imaginaire. Nous continuons d'y puiser des archétypes, des images fondatrices. Mais ce qui se cache derrière ces images est peut-être plus ancien et plus réel qu'on ne le pense. Ces récits pourraient être la dernière voix d'un âge englouti, la trace vivante d'un monde effacé par le Younger Dryas et conservé uniquement par la parole. Elles nous rappellent aussi que la mémoire humaine ne se limite pas aux archives écrites ou aux monuments. Elle peut se glisser dans les chants, dans les légendes, dans les histoires racontées aux enfants. Elle est fluide comme l'eau, mouvante comme le vent, mais elle peut traverser les millénaires avec une fidélité surprenante. Dans ce sens, les traditions orales sont l'un des plus précieux héritages du passé. Et si ces récits nous semblent parfois fantastiques, ce n'est peut-être pas parce qu'ils sont inventés, mais parce qu'ils parlent dans un langage symbolique d'événements qui dépassent encore notre compréhension. Ils décrivent d'un type des mondes engloutis, dont des soleils éteints, des feux célestes, non pas pour embellir la réalité, mais pour transmettre l'essentiel. L'humanité a déjà traversé des âges de destruction, et elle en a survécu. Ces veines de mémoire se prolongent dans les cultures modernes. Nous lisons encore la Bible, nous récitons encore les Védas, nous racontons encore les mythes grecs. Ces textes, qui furent d'abord des récits oraux, continuent de porter les traces de cataclysmes plus anciens. La voix des premiers conteurs résonne encore, même si nous ne la reconnaissons pas. Ainsi, les traditions orales ne sont pas seulement le passé, elles sont aussi le lien qui nous rattache à l'invisible. Elles nous rappellent que nous marchons dans les pas de survivants et que notre mémoire est faite de leurs cicatrices. Et parmi ces cicatrices se trouvent celles des continents disparus, des civilisations fantômes qui auraient tant prospéré dans les Amériques et le Pacifique avant d'être effacées. Leur souvenir, lui aussi, se faufile dans les traditions et les légendes, attendant d'être entendu.